C'est bon, c'est parti. Natalia, on coupera. Natalia Brignoli, bonjour. Vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule Le chaos de la séduction moderne. Et on va faire une interview sur cet ouvrage. Et la première question que je vous poserai, c'est de savoir pourquoi avez-vous utilisé un titre comme ça? Quel est le constat que vous faites sur notre société actuelle? Voilà, je monte le livre à l'écran. Alors c'est vrai que c'est un titre qui est un peu choc, mais je pense que c'est un titre percutant. En revanche, je pense que le contenu est plus inquiétant que le titre. Oui, le chaos de la séduction. Dans chaos, il y a avant tout l'idée qu'il n'y a plus de règles. Donc qu'une grande partie des règles ou des codes ont été à la fois changés, transformés et finalement détruits. Donc le chaos, c'est avant tout un constat de un état des lieux en fait des relations hommes-femmes en 2018, en 2019, même si j'écris le livre entre 2011 et 2012. Et c'est un constat 40, 50 ans, on va dire, après les années 70, après le féminisme. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi on en était arrivé à une situation aussi compliquée, chaotique, ou en fait chaos oui, parce que j'estime qu'on est entré dans une jungle où plus personne n'a de code de comportement, donc tous les coups sont permis, donc oui, la jungle, parce que plus de code ni de codification dans les relations amoureuses. Vous parlez de l'existence d'un marché de la séduction à notre époque. Quelle est la particularité de ce marché à l'heure actuelle? Alors je pense que nous sommes entrés depuis un certain nombre d'années dans ce qu'on appelle une société consumériste. Hein. On a eu les 30 Glorieuses, on a eu le féminisme, on a eu les années 80, on a eu les années SIDA et les années de crise économique maintenant. Mais je pense que la société de marché a tout envahi, est devenue présente partout, elle est présente également dans les relations amoureuses. C'est-à-dire que dans nos relations amoureuses, on accepte ou non, mais pratiquement on n'a plus le choix de se positionner comme un produit sur le marché de la séduction. C'est-à-dire, j'en parle dans un chapitre où j'explique on parlera des réseaux sociaux tout à l'heure, mais on se met sur ce marché-là avec différents critères. On est évalué comme un produit selon les 3 critères de base qui sont par exemple notre âge, notre statut social et notre physique. Et à partir du moment où on se positionne sur ce marché, que ce soit sur des sites de rencontres ou sur des réseaux sociaux, à partir du moment où on se montre, où on s'identifie comme produit, eh bien, il faut accepter d'être évalué aussi comme un produit, j'allais dire comme une savonnette ou comme un produit de supermarché. Et c'est vrai que avant Internet, c'était moins visible. Peut-être même si on était déjà entré dans une société de marché, maintenant tout est montré, tout est visible, donc c'est encore accentué, je pense. Vous faites référence à un livre d'Albert Cohen, Belle du Seigneur, et vous relatez l'expérience catastrophique que vivrait l'héroïne Ariane à notre époque. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, on m'a parfois reproché de faire vivre une héroïne qui n'est pas un personnage réel, puisque dans le livre, au cœur du livre, il y a des témoignages d'hommes et de femmes qui sont des témoignages réels d'hommes et de femmes que j'ai rencontrés. Mais j'avais envie d'être sur une forme un peu hybride entre du réel, des faits, la réalité, et puis une héroïne de fiction. Et en fait, cette héroïne, c'est Ariane, l'héroïne de Belle du Seigneur, écrit en 1969, qui est en fait, qui pour moi, enfin, c'est un roman qui a marqué beaucoup de gens. C'est un gros livre, c'est un pavé qui représente quelque part l'absolu amoureux ou la passion amoureuse. Et c'est une héroïne de 1969, donc j'avais envie de... Alors, moi, c'est une héroïne qui m'intéresse, c'est un personnage qui semble complètement incongru
en 2019. C'est une femme qui incarne j'allais dire, l'essentiel féminin. Donc c'est une vision complètement essentialiste. C'est une femme voilà, qui n'a rien d'autre à faire que de vivre sa relation amoureuse, qui est mariée, qui est folle amoureuse d'un homme, et puis qui passe ses journées à essayer de lui plaire, de le séduire, et qui ne pense qu'à ça. Et en fait, bon, ça fait un livre je crois, de 600 pages. Euh, bon, avec évidemment un grand écrivain, un style qui fait que l'histoire tient. Mais cette héroïne, je la trouve extraordinaire parce qu'elle est, on va dire, elle est romantique et elle vient s'opposer complètement à la vision actuelle qui voudrait casser tous ces codes essentialistes de l'éternel féminin. Bon, on va en parler, de l'indifférenciation homme-femme. Nous sommes tous égaux, on cherche l'égalité, l'indifférenciation. Donc tout ça n'existe plus. Donc c'est cette vision complètement décalée, romanesque, j'allais dire passéiste ou réactionnaire qui m'intéressait. Alors c'est à la fois mon regard, puisque c'est moi qui ai écrit le livre, et forcément je dis des choses qui me touchent, qui me sont personnelles. C'est pas, il n'y a pas, je ne revendique pas d'objectivité. Je pense qu'un essai c'est totalement subjectif, on livre tout de ce qu'on est. Donc à travers mon regard et à travers ce regard de ce personnage fictif d'Ariane de Belle du Seigneur qui débarquerait en 2018, en 2019, et puis qui se dit mais maintenant c'est devenu ça, les relations amoureuses, c'est comme ça qu'on fait, et cette Ariane imaginaire est complètement sidérée. Vous parlez beaucoup de l'influence de la technologie dans les relations femmes à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça a véritablement changé selon vous? Oui, effectivement, j'ai un chapitre qui s'appelle Le chaos par la modernité, la consommation comme culte et comme asservissement. Norman Bates cherche Cyberblonde. Alors les technologies, quand on pense technologie, on imagine, on peut même plus imaginer maintenant de vivre sans être connecté, sans les réseaux sociaux, sans tous ces moyens. Alors pour tous ceux qui ont connu l'avant, qui n'ont pas 20-25 ans en 2019, il y a eu un avant, et c'est un avant où voilà, j'ai envie d'en parler de façon très, très simple, où on pouvait très bien vivre, se rencontrer, aimer, avoir des aventures sans avoir même de téléphone portable. Où Internet a, je crois, émergé dans les années 90, où il n'y avait pas Internet et où il n'y avait pas de téléphone portable. Donc on pouvait très bien vivre, se rencontrer, aimer, avoir des aventures sans être connecté en permanence. Je pense qu'on était moins anxieux aussi, moins désespéré, sans cette connexion permanente. Donc forcément, ça a des effets dont je parle dans le livre, d'autres effets qui sont plus larges, tous les effets collatéraux dans le changement de la relation au temps, dans cette espèce d'hyper-immédiateté permanente, d'être tout le temps dans la réactivité. On réagit à tout, maintenant, à tout et n'importe quoi. On vit, on double sa vie quelque part sur la toile, on a une seconde vie, alors qu'au fond, est-ce qu'on a une vie réelle? Et quand on n'a vécu une vie réelle, ben en fait, pour vivre, pour rentrer en contact avec l'autre, il fallait sortir. Il fallait sortir n'importe où, au supermarché, mais aussi en boîte, dans un bar, dans la rue. Et on se rencontrait sans trop de problèmes, finalement. Dans les témoignages, beaucoup de gens, enfin surtout des hommes de la génération, enfin des gens qui ont maintenant entre 50 et 70 ans, m'ont dit de façon récurrente, sans s'être concertés entre eux, puisque j'ai rencontré séparément, avant on rencontrait les gens n'importe où, dans la rue, tout était possible, quoi, parce que les gens avaient été peut-être plus connectés avec le monde, le ciel, les regards. Il y avait des regards, on se regardait maintenant, c'est frappant dans la rue, de temps en temps je regarde, je me dis, autour de moi, dans le cercle, de voir les gens penchés vers le bas, dans les transports publics, ils sont tout le temps penchés vers un écran. Et parfois je me dis, mais est-ce que c'est...
quel monde merveilleux y a-t-il derrière cet écran? Le monde merveilleux, il est où? Il est derrière l'écran. Donc je pense que maintenant, comme on est dedans, on n'a même plus de recul par rapport à ça, mais je pense que fondamentalement, ça a changé beaucoup de choses, à la fois dans la relation au temps, la relation à l'autre, la relation au sacré, le fait d'arriver à différencier ce qui est essentiel, ce qui est secondaire. Plus effectivement tous les sites de rencontres où on, on nous promet qu'on va rencontrer le grand amour. C'est la promesse de tous les sites de rencontres, c'est de rencontrer l'amour. Puisque ça fait vendre et puis que ça rapporte des milliards à ceux qui les ont créés. Vous parlez de Marivaux et de son livre Le jeu de l'amour et du hasard. Vous remarquez que à l'heure actuelle, le hasard en fait des relations humaines disparaît de plus en plus sous l'emprise de la technologie. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée? Alors je crois pas, enfin j'aime beaucoup Marivaux, mais je crois, enfin Tu t'en parles quelque voilà, genre je suis pas sûre de le citer. Tu m'en as peut-être parlé à moi ou... Voilà, voilà, on a dû parler de l'idée de la Voilà, notion c'est de ça. jeu et de hasard, oui. Alors je parle du hasard, oui, mais je parle de la notion de destin, même du kairos grec, qui est ce qu'on appelle le destin incompressible, se dire que les choses sont écrites. Et, et le fait de ne pas accepter ça, ça part à la fois d'une volonté de contrôle, parce que les gens, j'ai remarqué de plus en plus, veulent contrôler, ils ne supportent plus du tout, par exemple, de se retrouver après un divorce, une séparation, une rupture, seul pendant un laps de temps plus ou moins long, qui parfois est très long. C'est ressenti comme à la fois un échec et une non-maîtrise de sa vie, parce qu'au fond, on devrait pouvoir décider de rencontrer quelqu'un, et en fait, en 2 clics, on nous promet qu'on peut rencontrer quelqu'un, voir le grand amour, c'est pas normal à l'heure actuelle, où on a tous les moyens de communication à disposition, d'être seul, d'être frustré, de souffrir, alors que tous les gens que j'ai rencontrés me parlent de ce désarroi, de cette souffrance. Donc, il y a une contradiction absolue dans cette époque entre la volonté de contrôle qui va avec l'anxiété, parce que je pense que toutes ces nouvelles technologies suscitent aussi beaucoup d'anxiété et de volonté de maîtrise et de contrôle, et la situation des gens qui, dans leur, je dirais, dans leur bien-être, dans leur épanouissement affectif personnel, ne s'est pas du tout amélioré, au contraire. Et dans la plupart des témoignages que j'ai eus, je n'ai pas gardé tous les témoignages, mais j'ai ressenti beaucoup de désarroi, de souffrance. Je pense plus chez les femmes que chez les hommes. Les hommes sont quand même plus conscients qu'il y a un marché dont ils peuvent profiter, se servir. Mais oui, en 2018-2019, alors que tous les moyens sont à notre disposition, c'est pas normal de souffrir, d'être seul, d'être frustré et de ne pas rencontrer le grand amour. Vous faites le constat dans votre ouvrage d'une indifférenciation sexuelle globale de notre société. Et je vous cite, vous dites, en se féminisant, les hommes ne répondent plus aux attentes des femmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? Alors, ça a été l'idée de départ de mon livre. J'ai commencé avec un constat où j'entendais souvent des discours féminins qui disaient, des femmes qui me racontaient que, en fait, elles ne trouvaient plus de masculin, elles ne trouvaient plus ce qu'elles appellent une notion qu'on tend à faire disparaître, puisque ça fait quand même 30-40 ans qu'on est dans un principe à la fois d'indifférenciation, donc on voudrait que les hommes deviennent quelque part des femmes comme les autres, qui élèvent les enfants, j'allais dire qui allaitent, mais c'est pas possible, qui s'occupent des enfants, qui soient de bons pères, des maris qui passent l'aspirateur, qui partagent les tâches, et cette indifférenciation, cette égalité, alors on peut penser que c'est bien, que c'est un progrès, mais qu'on pense que ce soit bien ou mal, personnellement, je pense que ça n'a apporté aucun progrès, et au contraire, il y a plus d'effets collatéraux, de conséquences négatives. Et pareil, les femmes qui estiment que c'est un progrès de pouvoir tout faire comme les hommes, absolument tout, fumer, conquérir, chasser, travailler, accéder à des métiers qui a priori étaient des métiers masculins, accéder au pouvoir, etc.
Alors oui, ça participe d'une égalité et tout, mais ça, de plus en plus, les rôles sont totalement indifférenciés et on veut effectivement, bon, on le voit avec, autant avec tout ce qui prédomine actuellement, les ABCD de l'égalité, la surreprésentation des LGBT, et toutes les manifestations actuelles des néo-féministes, cette indifférenciation, égalité, indifférenciation, semble souhaitable pour la plupart. Alors que moi je pense que le fait d'avoir cassé par exemple un éternel féminin, un éternel masculin, est plutôt à la fois triste, négatif et contre-productif. Donc le masculin, oui, ben, beaucoup de femmes m'ont concrètement expliqué qu'elles ne trouvaient plus d'hommes, disons, enfin que la plupart des hommes étaient réfractaires à l'engagement, qu'elles ne pouvaient plus se reposer dessus, qui disparaissaient dans la nature, et bon, on le voit, enfin, ce qu'on appelle maintenant les familles monoparentales, c'est un terme qui est bien joli, comme tous les euphémismes qu'on utilise, ce sont des femmes seules, isolées, avec un enfant en situation de précarité économique pour la plupart, dont le père est parti, a disparu, bon. Donc, tout ça, on estime que ce sont des progrès. Moi, je pense que ce ne sont pas des progrès. Et puis, donc, il y a à la fois cette indifférenciation égalité homme-femme. D'ailleurs, on ne l'a pas dans tout, vu qu'elle n'existe toujours pas dans les salaires, par exemple. Il y a toujours des écarts qui vont de 13 à 25%. Donc, sur des choses importantes, on n'a toujours pas obtenu cette égalité. Et effectivement, en plus, il y a toute une... On l'a vu avec toutes les différentes polémiques du hashtag Balance ton porc, enfin tout ce qui s'est passé ces dernières années, on est quand même dans une vision qui essaye de diaboliser le désir masculin et de le diaboliser, de le castrer, et puis on y arrive petit à petit, parce que il y a un discours masculin qui n'est plus possible, parce qu'il est forcément catalogué, taxé de machiste, de rétrograde, de misogyne, voire dénoncé sur tous les réseaux sociaux, puisque maintenant ce sont les réseaux sociaux, dont Twitter par exemple, qui est devenu le nouveau tribunal autoproclamé. Comment vous définissez le féminisme? Alors, il y a eu, je pense, plusieurs féminismes. Il y a eu un féminisme des années 70 qui au départ, je pense, était plus une envie de casser des codes basiques, tous les codes, tous les carcans qui existaient à l'époque, du mariage bourgeois, etc. On voulait plus la relation à deux, on voulait la relation à plusieurs, on a expérimenté le groupe, etc. Donc il y a eu au départ une volonté qui était légitime, intéressante, de déconstruire, c'est sûr, les années 70, c'est avant tout de déconstruire. Et puis ensuite, alors il y a eu différents féministes plus revanchards à l'américaine. Puis après, il y a eu le sida quand même dans les années 80, le sida suivi de la crise économique, etc. Donc maintenant, on a quand même quelque part à la fois un féminisme qui est devenu pratiquement généralisé, puisque il n'y a pas une femme politique qui ne se revendique pas féministe, progressiste, j'allais dire européenne et libérale, mais tout le monde... on ne peut pas dire qu'on n'est pas féministe, mais c'est avant tout un communautarisme, je veux dire. Et puis on a toutes les néo-féministes qui ruent dans les brancards, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, et puis de façon quand même pas toujours très intéressante et pas vraiment légitime. Donc c'est ne pas être féministe, j'estime que ce n'est pas un gros mot, hein. Enfin, comme on a le droit de ne pas être européen, on a le droit de ne pas être féministe, de ne pas se sentir forcément dans un clan, dans une communauté, qu'elle soit féministe, gay, LGBT, enfin... moi, je rencontre autant d'hommes que de femmes intéressants ou pas, je veux dire, bon. Et je pense qu'il y a je pense pas comme une femme, je pense comme un être humain, donc je veux dire, j'ai pas un discours... Alors oui, c'est plutôt, vous l'aurez compris, un discours qui est plutôt antiféministe, puisque j'explique que les femmes sont en partie responsables quand même de la situation actuelle, et de
du chaos qui s'est installé, et puis de cette situation. On l'a cherché, la fameuse citation Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. On en est vraiment arrivé là. Que pensez-vous des LGBT, de tout ce qui se passe autour de la notion de genre? Bah, c'est-à-dire que là aussi, on est dans une négation. Alors ça influe autant dans des secteurs très différents, autant dans les courants éducatifs que dans les relations amoureuses. On voudrait chaque fois nier la différence sexuée. Mais alors là aussi, si on est dans une vision essentialiste, dire qu'il y a un éternel masculin, un éternel féminin, on est complètement à contre-courant. On dit ça n'existe plus. Il n'y a pas. Alors, je ne suis pas complètement stupide, je sais bien qu'il y a du féminin chez l'homme et du masculin chez la femme. Mais encore une fois, je pense qu'on est dans des visions communautaristes, et on parlait tout à l'heure du dernier livre, l'essai de Bret Easton Ellis White, qui lui-même est homosexuel, critique quand même largement l'esprit communautaire gay de victimisation. Il estime ne pas faire partie de cette communauté gay, et il n'en partage pas les points de vue. Donc voilà, après, dans les témoignages que j'ai recueillis, j'ai des témoignages homosexuels, hétérosexuels, mais je pense que c'est bien dommage, enfin c'est bien triste d'avoir cassé cette vision essentialiste. Je pense qu'elle est intéressante, enfin elle est peut-être rétrograde, mais elle est intéressante. Et je pense que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, les femmes ne sont pas plus respectées maintenant. Je pense qu'elles l'étaient plus avant que maintenant. Ou maintenant, alors, maintenant elles sont devenues de vrais produits... j'appelle ça le personnage de Desperate Barbie, qui est un peu l'antithèse d'Ariane de Belle du Seigneur, qui est la parfaite consommatrice esclave, qui est sur le marché, qui travaille, qui rapporte, qui est corvéable à merci, qui rapporte au travail, à la maison, au lit, qui élève des enfants, et qui est soi-disant la femme libérée en 2019. Est-ce que tout est ajouté dans le féminisme? Tout est ajouté. C'est-à-dire, c'était pour reformuler ma question, faut-il revenir en arrière, tu vois, Alors ça, c'est une bonne question. Faut-il revenir en arrière? Je pense que ça va être très compliqué, ou ça prendra du temps. Alors je pense qu'on peut résister à notre petit niveau individuel. Je pense bien sûr qu'on peut résister. On peut ne pas accepter certaines règles, ne pas se répondre à ce que cette société de consommation de marché nous demande de faire. Maintenant, si on résiste, c'est à un niveau individuel, c'est quand même assez compliqué. Je citerai, pour que ça parle plus aux gens, des témoignages masculins d'hommes qui sont souvent de la génération, qui ont 30-35 ans, qui me disent, mais moi je suis avec une femme qui me demande de m'imposer, de prendre des décisions, de décider, mais moi je suis dans l'égalité. L'homme me dit, mais il faut un partage, parce qu'on lui a inculqué, ou alors il a été élevé par des mères féministes, on lui a inculqué qu'il y a un partage pour tout, pour l'aspirateur, pour les prises de décision, mais c'est ridicule. Je veux dire, je pense que les femmes demandent, elles le disent clairement, des hommes sur lesquels elles peuvent se reposer, quitte à ce que ce soit conflictuel, quitte à ce qu'il y ait des rapports dominants-dominés. Je ne vois pas l'intérêt d'une égalité absolue. J'ai rencontré une femme qui mettait un tableau dans sa cuisine avec le partage des tâches jour par jour, heure par heure, et bon, elle a dû divorcer après 2 ans parce que c'était un enfer. C'est une vision, c'est utopiste, ça sert à rien, c'est pas intéressant, j'allais dire, c'est pas sexy, voilà, ça fait pas rêver. Donc cette égalité dont on nous rabâche les oreilles, moi je cherche pas à être l'égale d'un homme, je suis une femme, je suis différente. C'est tout, je peux me sentir plus proche d'un homme que de certaines femmes, ou le contraire. Donc voilà, enfin, c'est cette vision de communauté, de clan qui est développée aussi par les magazines féminins, par toutes sortes d'idéologies que je trouve
fatigante et pas intéressante finalement. C'est pas intéressant pour les rapports humains. À l'heure actuelle, il y a de plus en plus de nouvelles pratiques qui se mettent à jour, notamment le polyamour ou le trouble. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les termes, dans ces pratiques, dans le sens où l'amour est par définition toujours hiérarchique, c'est-à-dire qu'on parle toujours d'élu de notre cœur, c'est une personne qui est singulière, particulière, qui sort du lot quelque part. Comment vous voyez toutes ces nouvelles pratiques? Alors le polyamour, oui, c'est un terme, c'est un terme nouveau, je pense. J'avais rencontré une femme il y a 2 3 ans, un salon du livre, qui avait écrit un livre sur le polyamour. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, mais c'était dans le titre du livre. Et j'avais eu un débat avec elle, d'ailleurs assez houleux, où elle m'expliquait que c'était la nouvelle tendance, la nouvelle mode, que maintenant on pouvait avoir 2 3 relations en parallèle et que on pouvait aimer 3 personnes en même temps, que voilà, on appelle ça le polyamour. En fait, maintenant on invente des nouveaux mots, parce qu'au fond c'est ridicule de dire qu'on a 3 maîtresses ou 2 amants, donc on va parler de polyamour. Hein, je veux dire, avec une personne principale, donc on parlait de hiérarchie, et effectivement c'est élire une personne, en principe, sentiment amoureux, c'est élire une personne qui sort du lot, qui va nous sembler plus intéressante, qu'on va élire pour, a priori, avoir un minimum de relations exclusives. Donc on a un inconscient collectif amoureux qui est forgé depuis la nuit des temps, avec bien avant Belle du Seigneur, avec Tristan et Iseux, et Madame, de Clèves, la princesse de Clèves, ouais, bon. Donc cet imaginaire du prince charmant, il est toujours là. Je pense, moi je l'ai vu chez toutes les femmes que j'ai rencontrées, bien que ce soit souvent refoulé, ou bien qu'il y ait du déni par rapport à ça. On cherche plus le prince charmant, donc là aussi on est dans une sorte d'indifférenciation, d'aplatissement. Forcément on sait qu'une relation exclusive à deux peut occasionner de la souffrance, on risque même de se faire quitter. Parfois, un mariage sur 2 finit en divorce, donc j'ai le sentiment que là aussi, comme on veut absolument plus souffrir, et bien que si vous avez 3 4 relations en même temps, vous êtes dans le polyamour, donc s'il y en a un qui disparaît, qui part dans la nature, il restera les 2 autres. Donc on est toujours dans ce principe de colmater les risques de souffrance, les risques de... Et puis on ne va pas choisir une personne par rapport à une autre. Là aussi, mettons tout à plat, et puis vivons un polyamour de groupe. Je veux dire, moi je trouve ça assez ridicule personnellement. Vous parlez de l'influence de la pornographie, de la chirurgie esthétique dans notre société. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors forcément, en parlant d'internet, j'étais obligée de parler de la pornographie, puisque c'est la première chose que font même les vieux routards qui ont pris internet et que je connais, qui ont maintenant 50 ou 60 ans. Dès qu'ils prenaient internet pour regarder l'actualité, en fait tout le monde... Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est comment dire, je l'ai appelé d'ailleurs le chapitre l'éducation pornographique, le sexe comme diktat et comme obligation de l'éducation pornographique. C'est qu'à partir du moment où le sexe est partout, où tout est sexualisé, où des ados sont élevés, apprennent la sexualité, l'acte sexuel avec des films pornographiques, je pense qu'on rencontre quand même certains problèmes à un moment donné. Donc il y a à la fois il y a une influence, oui, parce que tout est dicté par l'image, et l'image a des conséquences, je veux dire. Et puis, quand il n'y a que ça, qu'il n'y a plus d'éducation par d'autres sources, par la lecture, par d'autres moyens, eh bien ça devient la seule source d'information, d'influence, parce que ça a forcément une influence sur la façon dont il y a pas mal de livres qui ont été écrits sur la construction des adolescents uniquement par la pornographie actuellement. Et puis je cite beaucoup Bataille, qui est un auteur que j'adore, qui a écrit l'érotisme, la littérature et le mal, et qui parle beaucoup de la notion de sacré, de l'érotisme avec la notion de sacré.
Évidemment, je cite aussi Freud, enfin, l'idée de transgression. Quand il n'y a plus d'interdit, on ne peut plus rien transgresser. Donc, je pense que là aussi, il y a beaucoup de barrières qui ont sauté. Et en même temps, la contradiction, c'est que dans une société où il y a du sexe, de la nudité, de la pornographie partout, il y a en même temps tout un courant néo-puritanisme avec les néo-féministes qui vous disent mais vous ne pouvez plus désirer, vous ne pouvez plus regarder, vous avez de la nudité partout, mais vous n'y avez plus accès, vous n'y avez plus droit. Et donc c'est complètement schizophrénique. C'est-à-dire que, on disait la mort du désir par trop d'objets de désir, mais en même temps, il y a une castration parce que le désir masculin est diabolisé. Je veux dire, bon, il y a une loi sur le harcèlement de rue, on va bientôt regarder une femme sera peut-être interdit, je veux dire, bon. Donc on est quand même dans un courant schizophrénique, mais c'est ce qu'expliquait déjà à l'époque Philippe Muret dans l'Empire du bien, quand il parlait de ce courant néo-puritanisme qui a tout envahi, c'est-à-dire, oui, on a tout ça à disposition, mais on n'a plus le droit de rien faire. Donc là aussi, il y a une régression, je pense qu'il y a une sacrée régression de nouveau. Voilà, si on parle des années 70, tu vois qu'on a tout déconstruit. Après, il y a eu d'autres courants, mais maintenant, on est de nouveau dans un courant régressif et néo-puritaniste, tout en ayant tout à disposition, en étant dans un univers quand même pornographique qui a tout envahi. Et c'est pareil alors sur la chirurgie esthétique. Alors là, c'est vrai qu'on a un peu parlé de ce chapitre, mais je pense que pour moi, ça participe aussi à la fois d'un refus, alors d'une entrée des femmes dans l'ère de la consommatrice esclave, parce qu'on doit répondre à ce que la société estime être la poupée Barbie, que j'appelle Desperate Barbie, qui est la parfaite consommatrice, qui a certains critères esthétiques, voilà, donc qui pratique la chirurgie esthétique pour soi-disant rester éternellement jeune et belle. Mais bon, quand on voit les résultats, on peut se poser des questions. Un ami journaliste, et en l'occurrence, vous connaissez Slobodan Despot, qui m'avait posé la question, qui m'a dit, mais tous ces médecins chirurgiens sont, en principe, ont prêté le serment d'Hippocrate et pas le serment de Frankenstein. Et en fait, ils transforment ces femmes en monstres. Je veux dire, je suis désolée, enfin, il y a des ratages très connus chez des comédiennes et tout, mais enfin, quel est le motif, hein, on ne comprend pas très bien, parce qu'en fait, je pensais au début, quand j'ai écrit ça, à l'idée de Picasso, qui à un moment donné voulait transformer les formes, déplacer les nez, les bouches, les yeux, mais il le faisait sur une toile